Voilà, et pendant qu'on prend la photo, je vais appeler Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL, voilà, à me rejoindre. On va passer derrière. Et on va s'installer ici, tous les deux, pour poursuivre nos échanges, et notamment le rôle de la CNIL face à la révolution IA. Voilà, on peut applaudir Marie-Laure Denis qui est avec nous. Alors, on reste debout? Bon, très bien. Oh, non, debout, restons debout. Donc Marie-Laure, merci d'être avec nous. Donc le thème de ce 47e DigiWorld, c'est le Tech for Citizen. Alors justement, en quoi la CNIL joue un rôle? On s'en doute un peu, hein, on voit bien entendu toutes les annonces, tout ce que l'on peut voir dans la presse autour de ce que fait la CNIL pour les citoyens. Mais justement, pour faire ce lien entre technologie, entreprise, citoyens. D'abord, non, micro, pardon. Oui, j'avais pas vu. Voilà, il suffit de... Ça doit être bon. Allô, allô. Oui. Voilà, parfait. Merci. Si je n'arrive pas à allumer un micro, ça sera un peu préjudiciable pour l'image de la CNIL, pour parler de technologie. D'abord, je remercie beaucoup les initiateurs de ce DigiWorld Summit de m'inviter. Alors, la CNIL, je ne suis pas sûre qu'elle ait été très 5.0 quand elle est née il y a un peu plus de 45 ans, parce que la CNIL est une femme d'âge mûr qui a donc connu beaucoup d'innovations technologiques successives. L'Internet grand public il y a 30 ans, Google en 2000, l'iPhone en 2007, ChatGPT naturellement depuis 2 ans. Et pourtant, la CNIL a réussi, je crois, en tout cas, à porter sa vision de la nécessaire protection des données à caractère personnel et de la vie privée, parce que les textes qui l'ont régi, et je ne vais pas faire du juridico-juridique, je vous rassure, mais la loi informatique et liberté de 1978 et le RGPD, qui s'en inspirent beaucoup depuis 6 ans, sont en réalité des textes de principe. Il faut... utiliser le moins de données possible pour une finalité particulière, les conserver pas trop longtemps, mais il n'y a pas de... c'est neutre technologiquement, en fait, ce qui permet à la régulation de s'adapter. Et puis la CNIL a assez vite compris qu'il fallait qu'elle mette les mains dans le cambouis pour appréhender les enjeux technologiques. Elle a donc créé, il y a maintenant une dizaine d'années, un laboratoire d'innovation technologique qui s'appelle le LINC. Et par exemple, on fait des travaux d'innovation et de prospective, les assistants vocaux. L'année dernière, c'était le numérique et l'environnement. L'année prochaine, ça sera la mort numérique, qui est un vrai sujet, avec des enjeux éthiques, par exemple, sur les données post-mortem, en quelque sorte, même si tout ça n'est pas très gai. On a noué des partenariats avec le monde de la recherche. Je salue le président du CNRS, avec qui j'ai déjà eu le plaisir de débattre et de m'entretenir. On a un partenariat avec l'INRIA, on a un partenariat avec l'EHESS. On accueille une fois par an quelques centaines de chercheurs qui s'intéressent à nos problématiques pour vraiment veiller à ce que la CNIL soit sur ses deux jambes. C'est de la régulation juridique, mais il faut aussi qu'on appréhende bien les innovations technologiques et qu'on puisse surtout accompagner les entreprises, parce que finalement, le thème de cette table ronde, c'est en gros le régulateur, les entreprises et le citoyen. Et je me permets juste d'attirer votre attention sur une spécificité peut-être française, je ne sais pas, mais qui est que nos concitoyens ont une certaine défiance par rapport à l'innovation. D'ailleurs, la CNIL est née en quelque sorte de cette défiance, de la volonté de l'État français à un moment de vouloir interconnecter des fichiers pour suivre un administré. C'était ce qui a été appelé à l'époque la polémique ou le scandale Safari. C'était en 1974 qui a donné lieu à la naissance de la CNIL. Et puis quand on regarde les sondages sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, il y a un sondage du BCG, par exemple, d'avril dernier, fait dans 20 pays comparables aux nôtres, autour de 20 000 personnes, auprès de 20 000 personnes, qui montre que les Français sont les plus pessimistes de ceux interrogés. Donc on sait qu'on est très pessimiste sur tout, mais aussi sur l'IA. Et 15 points au-dessus de tout le monde, c'est pas un point au-dessus, c'est 15 points au-dessus de tout le monde, et en cristallisant visiblement les craintes à la fois sur les répercussions sur le secteur de l'emploi et aussi sur les considérations liées à la protection de la vie privée. Et donc la CNIL, en quelque sorte, je trouve qu'elle a un très beau rôle, qui est ce rôle de tiers de confiance, en quelque sorte, entre les citoyens, entre les entreprises qu'on essaye d'accompagner. On répond à plus de 1600 demandes de conseils d'entreprise par an, on a des contacts
contact avec 250 fédérations professionnelles et autres. On a créé depuis 3-4 ans ce qui s'appelle dans un langage très technocratique un bac à sable, non pas réglementaire, pas pour s'affranchir de la réglementation, mais pour accompagner des projets innovants après appel à candidature. Et on a des candidats qui ne craignent pas le régulateur, parce qu'on le voit beaucoup comme le gendarme, mais on fait aussi beaucoup d'accompagnement. On l'a fait sur l'EdTech, l'éducation dans le numérique, la e-santé, l'année dernière sur IA et services publics, pour vous donner que quelques exemples. Mais peut-être qu'il faut peut-être passer à la deuxième question. Passons à l'IA, parce que voilà, on voit toutes ces réglementations qui sortent sur l'IA au niveau européen. Et dans ce domaine-là, quel rôle vous entendez jouer? Parce que, alors je ne vais pas parler d'inquiétude, mais en tout cas d'interrogation. On voit beaucoup d'entreprises qui se rendent compte qu'il faut effectivement un cadre réglementaire pour l'IA. Alors après, à savoir jusqu'où le pousser dans les risques ou dans l'autre sens. Mais en tout cas, voilà. Quel rôle vous devez jouer quel rôle doit jouer la CNIL dans cet usage? Alors évidemment, la CNIL, avant de parler des risques, parce que je vais plutôt vous parler des risques de l'IA sur la vie privée, elle est parfaitement consciente qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont liées à l'IA, des gains de productivité, la diminution de tâches répétitives et naturellement tous les espoirs qu'on peut placer dans la recherche médicale assistée par de l'intelligence artificielle. Mais il faut bien avoir conscience aussi qu'il y a des risques que vous connaissez pour certains mieux que moi, en quelque sorte, les hallucinations, les erreurs. Il y a des biais qui sont la reproduction de nos biais humains avec lesquels on entraîne avec les données. J'aurais dû commencer par ça, la très forte adhérence entre les données et l'IA et notamment les données personnelles et qu'on voit beaucoup dans le secteur du recrutement d'ailleurs et de l'emploi avec de potentielles discriminations. La question de la manipulation des images et des sons qui sont générés par de l'IA, je crois qu'on a assisté ou constaté la première arnaque au président assistée par de l'IA à Hong Kong en février dernier avec un comptable à qui on demandait de faire un virement de 25 millions d'euros, qui s'est méfié mais qui a contacté son supérieur hiérarchique qui lui a dit vas-y, sauf que le supérieur hiérarchique c'était une image et un son générés par de l'IA. Pour ne citer qu'un seul exemple, par exemple, la question des ingérences étrangères, de la souveraineté, de la cyber, mais ça c'est un autre sujet sur lequel on reviendra, des données qui sont très majoritairement anglo-saxonnes pour alimenter ces modèles, ce qui pose quand même des sujets... ne serait-ce que sur le plan culturel. Donc, la CNIL, que fait-elle sur l'IA? Alors, la CNIL, elle n'a pas attendu de ChatGPT pour s'occuper des algorithmes. APB, contre laquelle elle avait mis une mise en demeure en 2017, c'était des algorithmes pour affecter 800 000 élèves, lycéens, d'une façon qui lui paraissait beaucoup trop automatique et pas explicable dans l'enseignement supérieur. Mais il ne faut pas nier qu'il y a des tensions entre les principes qui régissent, en tout cas le droit de la protection de la vie privée et l'IA, parce que nous on dit le moins de données possible, l'IA c'est le plus de données possible, nous on dit il faut les conserver le moins longtemps possible, l'IA c'est il faut les conserver le plus longtemps possible, et pourtant il faut absolument qu'on trouve un chemin, ne serait-ce que pour répondre à ce sujet de confiance que nous évoquions, et c'est vraiment la détermination de la CNIL. Pour vous donner un exemple, mais chacun a sa méthode de régulation, même s'il faut qu'on ait une régulation européenne très harmonisée sur ces sujets. Notre homologue italien, il a commencé par interdire ChatGPT en Italie pendant plusieurs semaines en disant mais personne n'est informé de ce qui se passe avec les données, etc. Bon, ça a duré quelques semaines, mais ils ont réussi quand même à glaner, à obliger un peu ChatGPT à mentionner voilà, quelques informations sur l'utilisation des données. Nous, on souhaite résolument accompagner cette innovation, mais pour que ce soit une innovation responsable et par de deux façons. D'abord, parce que je crois que c'est le rôle d'un régulateur en essayant de donner de la sécurité juridique aux acteurs sur le sujet. On a publié une quinzaine de fiches à consultation publique et après concertation avec des dizaines d'acteurs qui sont destinés aux développeurs d'IA pour leur dire très concrètement comment les gens peuvent exercer leurs droits sur leurs données, parce que logiquement, vous avez le droit de pouvoir refuser, enfin vous opposer à l'utilisation de vos données, mais comment on va faire? Parce que ces modèles, ils ne sont pas entraînés tous les jours, ça coûte des millions de les entraîner. Alors, est-ce que c'est au niveau de la régurgitation pour le réentraînement d'un modèle? Est-ce qu'on peut utiliser toutes les données qui sont sur Internet, le web scrapping, le moissonnage des données? C'est un peu tous ces sujets auxquels on essaye de donner des pistes, mais dans une
optiques en tout cas qui ne freinent pas l'innovation. Et puis par ailleurs, on essaye d'accompagner des fournisseurs d'IA. Le législateur nous l'avait demandé par exemple pendant les Jeux Olympiques pour les fournisseurs de vidéosurveillance algorithmique qui étaient expérimentés pour détecter des cas suspects, un franchissement de zones interdites, etc. Ce n'était pas de la reconnaissance faciale, avant même que le ministère de l'Intérieur fasse son marché en quelque sorte pour choisir des acteurs. On avait fait en sorte que les acteurs qui étaient proposés soient privacy by design, comme on dit dans notre jargon. On a accompagné pendant 6 mois une entreprise comme Hugging Face, qui, comme son nom ne le dit pas, est quand même une entreprise française en matière d'IA, DocaPost, d'autres qui utilisent de l'IA. Et en un mot, il y a un sujet sur la gouvernance de l'IA, puisqu'il y a des autorités de surveillance de marché qui vont devoir être désignées d'ici l'été prochain pour les IA à haut risque. Donc, naturellement, la CNIL est un peu préfléchée pour tout le secteur régalien, mais la CNIL a une certaine expertise aussi dans le domaine des RH, dans le domaine de l'éducation. J'en ai dit un ou deux mots. Voilà. Alors, toute dernière question avec réponse rapide. Les actions que vous comptez mener, on était juste avant sur une table ronde sur l'industrie, donc on demande beaucoup de sécurité, de confiance dans la technologie. On parle d'industrie, passage à l'industrie 5.0. Quelles actions vous comptez mener là, la CNIL autour de cette articulation entre la technologie, l'industrie, la sécurité dans le contexte actuel, sécurité, et d'ailleurs je crois que la CNIL n'est pas assez identifiée comme étant un acteur de la cybersécurité, et naturellement très complémentaire de l'ANSSI qui est beaucoup plus professionnel que nous, mais qui s'adresse à un nombre limité de très grands acteurs. Nous, on s'adresse à tous les acteurs. Le RGPD, c'est le premier texte qui impose des obligations en matière de sécurité. Il y a un tiers de nos contrôles et de nos sanctions qui concernent des manquements à la sécurité des données, parce qu'il n'y a pas de protection des données sans sécurité des données. Mais on fait surtout aussi beaucoup d'accompagnement. Comme les entreprises doivent nous notifier les violations de données les plus sensibles, on en a à peu près 5000, un peu plus de 5000 chaque année. Cette année, c'était plus 10% par rapport à l'année dernière. Et ce qui est un peu préoccupant, c'est qu'on pensait que c'était surtout jusqu'à présent les TPE, les PME, les petites collectivités locales, les hôpitaux. Quand même, ces derniers mois, il y a une espèce de série noire sur les très grandes bases de données de très grandes entreprises, les mutuelles, un opérateur téléphonique, France Travail, etc. Ce qui fait que tous vos numéros de sécurité sociale, vos IBAN, etc., sont dans la nature, ce qui permet des attaques de phishing, d'hameçonnage, qui sont de plus en plus réalistes avec l'IA. Il n'y a même plus de faute d'orthographe dedans, ce qui est suspect quand même, en quelque sorte. Et voilà, en tout cas, sachez que sur le site de la CNIL, qui est consulté 12 millions de fois par an, il y a beaucoup de ressources, de conseils, à la fois pour les particuliers et à la fois pour les entreprises sur la façon de se prémunir au mieux de ces attaques. Et je trouve que les entreprises ont une responsabilité très particulière parce que toutes les études montrent que ce sont les bonnes pratiques qui sont diffusées au sein des entreprises, la double authentification, etc., qui peuvent, qui en tout cas ruissellent chez les particuliers après. Je trouve qu'il y a un rôle de l'entreprise à former pas uniquement ses salariés, mais en réalité, par les actions qu'elle mène, ses propres, les individus. Très, très concrètement. Merci. Merci, voilà, on peut appeler Marie-Laure Denis, merci de nous avoir accompagnés, présidente de la CNIL.